Bonjour Jambo Mbote et bienvenue à toi sur le canal de la communauté Ujamaa. Et ici, c'est la plateforme de communication de la communauté Ujamaa qui s'est fixée pour but de rendre sa gloire et sa valeur à l'Afrique. Si donc toi aussi tu aimerais faire partie de cette aventure, de cette noble aventure, je t'invite à nous rejoindre à travers l'une des adresses qui s'affichent ou alors de cliquer directement en bas de la vidéo dans la barre d'infos sur l'une des adresses pour nous joindre plus facilement. Comme nous vous l'avions dit dans les vidéos précédentes, l'histoire de l'Afrique est très riche. Dans la vidéo où nous parlions des écoles africaines et de leur système d'enseignement, nous avions montré que l'histoire africaine était divisée en deux parties, c'est-à-dire la préhistoire et l'histoire africaine. Et l'histoire africaine commence par l'émergence de la civilisation Kush-Kemet. La gloire de l'histoire africaine se situe depuis l'émergence de cette civilisation jusqu'au déclin de l'Afrique impériale, une période qu'on peut appeler en bref l'Afrique précoloniale. Dans cette vidéo, nous allons parler justement de ce qui a fait la grandeur de cette Afrique précoloniale. Comme on l'a toujours dit sur cette chaîne, un peuple prospère, c'est celui qui sait maîtriser les événements qui font son histoire. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple sans repère et par conséquent un peuple perdu. Dans la vidéo précédente, nous avions démontré que les Égyptiens de l'Antiquité étaient des Noirs africains. En sachant que Kémet, le royaume de l'Égypte antique, est le berceau des sciences et des arts, ça signifie que ce sont nos ancêtres qui ont civilisé le monde à cette époque de l'Antiquité. Par exemple, le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore sont des formules mathématiques qui ont été développées en Égypte des milliers d'années avant la naissance de Thalès et de Pythagore. C'est l'Égypte qui est le berceau des sciences contemporaines. C'est donc nos ancêtres africains qui sont les civilisateurs de l'humanité. Il n'est pas nécessaire de m'étaler ici pour vous montrer à quel point la civilisation de l'Égypte antique était la plus puissante du monde à son époque et continue encore à fasciner les plus brillants chercheurs du monde aujourd'hui. Nos ancêtres africains continuent à fasciner le monde et cela ne s'arrêtera pas même pour les millénaires à venir. Les Noirs africains sont les seuls dont les corps sont encore parfaitement conservés aujourd'hui, alors que les grands héros des autres peuples ont déjà totalement disparu. Les Africains sont les seuls dont les œuvres bravent encore et défient le temps. Nous passons donc à l'Afrique impériale. Savais-tu que l'homme qui a découvert l'Amérique était un Africain? Aboubakari II, l'empereur du Mali, plus d'un siècle avant Christophe Colomb. Et son fils Mansa Moussa est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, dont la fortune ne peut tout simplement pas être estimée. Certains l'évaluent à 400 milliards de dollars actuels, d'autres 1000 milliards et d'autres disent que c'est tout simplement incalculable. Savais-tu que l'industrie textile de l'époque de nos ancêtres africains était la plus perfectionnée du monde à son époque? Et jusqu'aujourd'hui encore, on continue à nous copier et à nous plagier. Et nous achetons des vêtements hors de prix sans même savoir, sans même avoir confiance que ces modèles viennent de chez nous. Savais-tu que ce sont les Africains, les Maures du nord de l'Afrique, qui ont civilisé l'Espagne et le sud de l'Europe? Jusque dans les années 1200, l'Europe était remplie de barbares que nos ancêtres africains ont civilisés. Mais évidemment, cette histoire a été retirée de nos manuels scolaires pour que nous restions mentalement colonisés. L'histoire a donc été tronquée. Et c'est d'ailleurs eux, les Maures, qui ont introduit l'architecture des châteaux forts en Espagne et en Europe. Je vais te partager quelques témoignages des Européens qui arrivaient en Afrique
et à quel point ils étaient étonnés de voir le degré de sophistication et de développement des Africains à cette époque. Nicolas Samson, par exemple, en découvrant l'empire du Monomotapa, écrivait « Au Monomotapa, les rois ne changent point de mode, ils portent une longue robe de soie tissée dans le pays, ils portent au côté une serpe émanchée d'ivoire. Les gens du commun s'habillent de toile de coton et les grandes indiennes brodées d'or. » Il poursuit en disant « On y entre par 4 grands portaux où les gardes de l'empereur font tour à tour la sentinelle. Les dehors sont fortifiés de tours et le dedans divisé en plusieurs chambres spacieuses, garnies de tapisseries de coton, où la vivacité des couleurs dispute le prix à l'éclat de l'or. Des chairs dorées peintes et émaillées, de chandeliers d'ivoire suspendus à des chaînes d'argent sont une des beautés de ces appartements somptueux. Sa vaisselle est de porcelaine entourée de rameaux d'or. » Concernant le royaume de Bénin dans le Nigeria actuel, le Hollandais Olfert Dapper, dans son livre « Description de l'Afrique au XVIIe siècle » disait « La ville, la capitale, est très grande quand on y entre. On va dans une grande rue large qui semble être 7 ou 8 fois plus large que la rue de Wormhout à Amsterdam, qui s'en va tout droit. Cette rue a 1 000 hollandais, soit 7 km de long. On voit beaucoup de rues sur les côtés qui s'en vont tout droit. Les maisons dans cette ville se dressent en bon ordre comme se dressent les maisons en Hollande. » Le portugais Lourenço Pinto, quant à lui, disait « Grand Bénin où vit le roi est plus grande que Lisbonne. Toutes les rues s'en vont tout droit, aussi loin que l'œil peut voir. Les maisons sont larges, en particulier celle du roi, qui est richement décorée et a de belles colonnes. La ville est riche et industrieuse. Elle est tellement bien gouvernée que le vol y est inconnu. » Attendez, il faut répéter ça. La ville est riche et industrieuse. Elle est tellement bien gouvernée que le vol y est inconnu. Les gens vivent dans une telle sécurité qu'ils n'ont pas de porte à leur maison. Vous vous rendez compte? Dapper ajoute « Le seul palais de la reine a 3 lieues ou 14 km de tour. Le palais du roi est un ensemble de bâtiments qui occupent autant de place que la ville de Harlem et qui est entouré d'un mur comme celui qui entoure une ville. Les galeries des palais sont aussi larges que la bourse d'Amsterdam. Elles sont soutenues par des piliers de bois revêtus de cuivre rouge où sont dépeintes leurs victoires. Chaque coin des maisons royales est orné d'une petite tour pyramide sur la pointe de laquelle est perché un oiseau de cuivre rouge, les ailes étendues. Les habitants de Bénin ne sont d'aucune façon inférieurs aux Hollandais en ce qui concerne la propreté. Ils lavent, ils frottent leurs maisons si bien qu'elles sont polies et reluisantes comme une glace de miroir. Il y a une multitude de villes au Bénin et une infinité de villages. Rendez-vous compte. Lorsque les explorateurs arrivèrent dans la baie de Guinée et abordèrent Avaïda, les capitaines furent fort étonnés de trouver des rues bien aménagées, bordées sur une longueur de plusieurs lieues par... Lorsque les explorateurs arrivèrent dans la baie de Guinée et abordèrent Avaïda, les capitaines furent fort étonnés de trouver des rues bien aménagées, bordées sur une longueur de plusieurs lieues par 2 rangées d'arbres. Ils traversèrent pendant de longs jours une campagne couverte de champs magnifiques, habités par des hommes vêtus de costumes éclatants dont ils avaient tissé l'étoffe eux-mêmes. Plus au sud, dans le royaume du Congo, une foule grouillante, habillée de soie et de velours, de grands États bien ordonnés, et cela dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulentes, civilisés jusqu'à la moelle des os. Et toute semblable était la condition des pays à la côte orientale. Le Mozambique par exemple. Les révélations des navigateurs du XVe au XVIIe siècle fournissent la preuve certaine que l'Afrique nègre, qui s'étend au sud de la zone désertique du Sahara, était encore en plein épanouissement dans tout l'éclat de civilisation harmonieuse et bien formée. Cette floraison, les conquistadors européens l'anéantissaient à mesure qu'ils progressaient, car le nouveau pays d'Amérique avait besoin d'esclaves et l'Afrique en offrait. Des centaines, des milliers de pleines cargaisons d'esclaves.
Cependant, la traite des Noirs ne fut jamais une affaire de tout repos, elle exigeait sa justification. Aussi, fit-on du nègre un demi-animal, une marchandise. Et c'est ainsi que l'on inventa la notion du fétiche comme symbole d'une religion africaine, marque de fabrique européenne. Quant à moi, je n'ai vu dans aucune partie de l'Afrique nègre les indigènes adorer des fétiches. L'idée du nègre barbare est une invention européenne qui a par contre-coup dominé l'Europe jusqu'au début de ce siècle. On comprend dans cette conclusion pourquoi les écoles coloniales et les médias nous ont toujours dépeint notre continent comme la racine de tout mal. C'était pour nous diaboliser afin de nous faire croire que nous ne valons rien. Ainsi, ils sont allés jusqu'à diaboliser notre sacré en le traitant de fétiche. Dapper, qui a exploré l'Afrique à cette époque, le souligne. Quant à moi, je n'ai vu dans aucune partie de l'Afrique nègre les indigènes adorer des fétiches.